Oh, oh. Ah mais si, ça marche bien. Bonjour, c'est Gabriela Papadakis, très heureuse de vous retrouver sur Esprit Sport. Sur Télégraphe. Sur Télé Grenoble. J'ai loupé un truc là. Génial. Bonjour Esprit Sport. Bonjour, c'est Gabriela. Oh, 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 oh. Pas de respect. C'est Geneviève. Robert. Jouer du piano debout. Yes. Ça va? Et oui, il n'y a qu'en fin d'année qu'on relâche un peu la pression et qu'on peut vous sortir nos dossiers secrètement gardés toute l'année. Esprit Sport, ce sont des bêtises, c'est de la complicité, mais beaucoup de passion. Chaque lundi, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro avant les fêtes avec le Dauphiné libéré et l'indispensable, l'irremplaçable, le capitaine Éric Clerc. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va? Très bien, merci. Mon copilote, Mathias Araès, bonsoir. Bonsoir Lucille. Qui n'était jamais monté vraiment dans une voiture avant d'embarquer avec l'un de nos invités. Il y a quelques mois, vainqueur du Dakar en 93, vainqueur du très prestigieux rallye de Monte-Carlo, champion du monde FIA en 2005, et puis champion de France des rallyes, etc. On ne va pas tout dire tellement le palmarès est long. Monsieur Bruno Sabi, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Parfaitement. On est très heureux. Chez vous. Ah ben voilà, nous aussi on est très heureux de vous retrouver ici. Avec votre filleul, donc, en tout cas au volant, il se prépare pour le jour J. Le dimanche 6 janvier, il prendra le départ du Dakar. En quad, Alexandre Giroud, bonsoir. Bonsoir. En quad, hein? Et Exactement. Ouais. Et ouais. Comme quoi, vous n'avez peur de rien. J'ai surtout troqué le volant pour un guidon, moi. Bon, en tout cas, on va tout apprendre ce soir grâce à vous deux. Et bien sûr, on va faire le tour de l'actu avec le Zap de la semaine. Bonjour Esprit Sport. Le champion de France élite de patinage est toujours grenoblois. Kevin Emos retrouve la couronne qu'il avait cédée l'an dernier à Chafik Bességuier. Au terme d'un programme court impressionnant et d'un libre bien assuré à Vaujany, Kevin conforte sa place dans la hiérarchie. Coup d'arrêt au Stade des Alpes. Le Grenoble Foot 38 s'incline face au Paris FC de l'ancien entraîneur grenoblois Mecha Bazdarevic. Défaite 0-1, les Grenoblois pointent à la 5e place avant le dernier match de la phase aller. La réaction de Martin Fourcade après l'abandon lors de l'ouverture en Slovénie. Le Pyrénéen du Vercors décroche une 2e place au sprint, puis une 76e victoire samedi en poursuite et en solitaire. 23-38, c'est 20 secondes de mieux que l'an passé. Hassan Chadi ne laisse personne gagner à sa place. L'Isérois, désormais licencié à Paris, remporte comme chaque année la Voironnaise et se rassure après sa contre-performance aux Europes. J'essaie de courir le plus vite possible et surtout j'avais comme objectif mon temps de l'an dernier de faire mieux. Donc voilà, je suis parti un peu plus vite que l'année dernière et j'ai tenu le rythme et je suis très content. C'est ça le sport, c'est se donner, se battre contre soi-même et essayer d'à chaque fois de repousser ses limites et c'est ça qui me plaît dans les courses de compétition. Le FCG tombe à Armandie. Une semaine après sa défaite au Stade des Alpagins prend sa revanche. Victoire 14-10 en Challenge Cup. Et comme on est chauvin, on retient le 2e essai en 2 matchs du pilier Alex Dardet, bel et bien de retour après une grave blessure au genou l'an dernier. Et Alex Dardet sera bien de retour aussi dans notre émission Esprit Rugby, mercredi à 19h15 et 22h15. Une chouette résurrection presque pour Alexandre Dardet qui a eu le genou explosé littéralement l'année dernière. Oui, il revient bien et il profite du challenge européen. Comme on avait dit la semaine dernière, une compétition qui permet aux joueurs peu utilisés ou qui reviennent de blessures de se relancer. Et Alexandre Dardet en est le symbole. Alors, c'était pas au Stade des Alpes. Au Stade des Alpes, en revanche, un homme a pris sa revanche, on peut dire ça comme ça? Oui, Mecha Bazdarevic, l'ancien coach du GF 38 de 2007 à 2010, qui a bien réussi son coup,
puisqu'il a permis à son équipe, le Paris FC, de venir s'imposer au Stade des Alpes. C'est la 3e équipe qui vient prendre les 3 points à Grenoble, après Brest et Troyes. Voilà, alors c'est un peu un paradoxe parce que le GF38 réussit beaucoup à l'extérieur. Il reste sur une série incroyable de 4 succès et un nul, mais freine un petit peu actuellement à domicile. Aimé Chabazarevic, donc n'était pas resté que sur des succès au Stade des Alpes. C'est vrai qu'on se souvient qu'il était parti après beaucoup de défaites en Ligue 1 et en Ligue 2. Voilà, allez, l'autre regard de l'actu avec le chiffre de la semaine. Alors, Éric Clair, le chiffre 4. Oui, 4, tout à fait. Pour les brûleurs de loups, qui ont pu bénéficier... Non, mais justement, ils ont pu bénéficier d'une petite trêve internationale. Mais là, la Ligue Magnus se rappelle à eux très rapidement, puisqu'ils auront 4 matchs en une semaine. À partir de vendredi, tout d'abord, ils vont recevoir Chamonix avant de se déplacer à Anglet dimanche, puis à Mulhouse mercredi. Et enfin, à Pôle Sud, ils recevront les Gapençais pour un derby qui tiendra ses promesses, on l'espère. Ouais, ça fait un paquet. C'est le contraire de la trêve des confiseurs, en fait, pour les brûleurs de loups. Tout à fait. Ils n'auront pas trop le temps de se reposer. Avec toujours ce match en tête avec Rouen. C'est ça, ce le challenge, mano en fait, entre les équipes phares du championnat. Ils survolent, comme on l'a dit, la Ligue Magnus. Et donc la seule incertitude, c'est de savoir qui va finir premier des deux. Au terme de ces très nombreux matchs, donc on le rappelle. 44 matchs de la saison régulière. Cela dit, ça va passer quand même assez vite. Les playoffs arrivent vite une fois que notre trêve des confiseurs à nous est passée. L'actualité, elle est grave aussi. Cette semaine, le monde du sport et du rugby a été endeuillé par la mort du jeune joueur du Stade français, Nicolas Chauvin, victime d'un plaquage sur le terrain. Il est décédé quelques heures après, ce qui relance, Éric, le débat de la violence, alors que 3 joueurs ont péri sur le terrain en 7 mois. Oui, c'est un drame de plus, un drame de trop. Le rugby est rattrapé par cette violence, cette image qu'il a du mal à se débarrasser aujourd'hui avec tous ces drames. Donc c'est une question qui se pose, une question grave, une question à laquelle les instances ont du mal aujourd'hui à répondre. Mais le président de la fédération, Bernard Laporte, va rencontrer les instances internationales pour essayer de proposer des solutions. Mais ce qu'il y en a vraiment aujourd'hui, c'est un peu délicat. Mathias. Oui, il y a des solutions. En tout cas, il y a plusieurs voix qui se sont élevées cette semaine, notamment Pierre Villepreux, qui a été sélectionneur de l'équipe de France entre 95 et 99. Tout le monde tire la sonnette d'alarme, on est vraiment d'accord là-dessus. Il y a quelques propositions, par exemple passer à 14, au rugby à 14, ça laisserait éventuellement plus d'espace. On verra bien ce que la FFR va demander à World Rugby pendant cette réunion exceptionnelle. En tout cas, on le sait, ça va parler de sécurité. On peut révolutionner le rugby, Éric ? Alors qu'on a tenté peut-être Après, effectivement, c'est une évolution qui n'échappe à personne. C'est devenu un sport d'affrontement. Alors qu'il était, oui, bien évidemment. Il était surtout basé sur l'évitement il y a quelques années. Là, il est devenu vraiment dans l'affrontement, avec des gabarits surdimensionnés, avec des chocs de plus en plus violents. Donc il y a une vraie question à se poser, une vraie révolution à engager. Mais aujourd'hui, qui a les réponses, c'est très difficile. Alors Mathias, tu as contacté un neurochirurgien qu'on a beaucoup entendu aussi ces derniers temps et qui s'est exprimé aussi sur notre antenne. Oui, c'est le docteur Jean Chazal qui a été un peu un pionnier en la matière. Il a été lanceur d'alerte, ça fait 1 an qu'il alerte justement sur les soucis du rugby. Et on l'écoute. On l'écoute tout de suite. Depuis qu'il y a eu un certain nombre de réglementations, un certain nombre de utilisés pour augmenter la sécurité des voitures et des motos. Ces fractures de la 2e vertèbre cervicale, on les voyait à l'époque où il y avait 17 000 morts sur les routes, ou même 10 000, mais maintenant qu'il y en a plus de 3 500 ou 3 600, on les voit beaucoup moins souvent parce que les moteurs sont mieux protégés, ils roulent moins vite. Dans les voitures, il y a les ceintures de sécurité et surtout les airbags, mais c'est une fracture qu'on ne voit pratiquement plus en traumatologie de la route, ou très exceptionnellement. Alors la voir au rugby, ça veut dire que le choc a été d'une extrême violence. Et c'est inacceptable. Oui, le docteur Jean Chazal qui me parlait justement de la violence du choc. Les gabarits ont énormément évolué. J'en ai également parlé avec lui. Par exemple, pendant la Coupe du Monde 87, le poids moyen d'un rugbyman, c'était 91 kilos. En 2011, c'était 104 kilos. Et tout ça en muscles.
Aujourd'hui, un rugbyman, pour être pro, il doit aller à la salle tous les jours. On l'évoquait tout à l'heure avec Alexandre. Et sauf que c'était quelque chose qui était cette progression physique, ces hommes de plus en plus robustes, massifs, comme on le disait, c'est presque logique finalement, puisque il y en a un qui a commencé, d'autres aussi. C'était un peu la marque de fabrique des mammouths aussi. C'était des gens, c'était des garçons très massifs, très grands et très massifs. Oui, disons que le rugby s'est professionnalisé depuis 1995, et là, à partir de là, on a vu des gabarits hors normes apparaître sur les terrains. John Alomou, le néo-zélandais, l'ailier, en était un petit peu le symbole à l'époque, mais aujourd'hui, je ne sais plus qui me faisait la remarque, aujourd'hui, des John Alomou, il y en a 15 dans chaque équipe. Quoi. Ce qui était avant un phénomène, aujourd'hui, c'est devenu quasiment la norme. Les centres, les ailiers. Le docteur Chazal nous disait à l'instant que c'était un type d'accident qu'on voyait dans les années 90, notamment au volant, des accidents qui se produisent même de plus en plus rarement aujourd'hui avec l'évolution des véhicules et évidemment des règles de sécurité. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, ça nous rappelle un peu notre activité. C'est sûr que c'est des sports violents avec, je dirais, des chocs. Il y a un arrêt brutal, quoi. Alors donc malheureusement, ça a des limites. Nous, on a bien connu. Moi-même, effectivement, j'ai fait quelques figures et j'ai frisé des katas souvent. Je m'en suis bien sorti. Jamais d'accident grave. Je touche du bois. C'est sûr que moi, je m'en suis sorti, mais pas tous, quoi. Et effectivement, il y a beaucoup de sécurité qui a bien évolué dans le sport automobile grâce aux hands pour tous ces chocs. Je pense que c'est pas possible dans certaines disciplines comme le rugby. Mais il va falloir penser effectivement à trouver une réglementation qui évite ces arrêts qui sont trop brutaux, quoi. Surtout que ce qui dérange, c'est que le risque fait partie intégrante de votre discipline aussi. On l'accepte, mais on ne vient pas là pour se faire mal, pour se tuer, quoi. Donc il faut travailler sur la sécurité, c'est sûr. Puis il y a les morts et il y a aussi les gens qui se blessent. Il y a une étude qui avait été menée en 2012 à Boston où on avait autopsié une centaine de cerveaux de footballeurs américains qui étaient morts de manière un peu prématurée. Alors sur 111 cerveaux, il y en avait une centaine qui souffraient d'encéphalopathie traumatique chronique, donc qui génèrent ensuite des maladies neurodégénératives et aussi au niveau osseux, de l'arthrose plus jeune. On se rend compte que ces sportifs-là, à 40 ans, ils ont les os de personnes de 70 ans, quoi. Bon, à voir comment est-ce que... Alexandre, vous n'avez pas d'habitacle, vous, justement, sur un quad. Est-ce que vous vous sentez plus fragilisé que dans une auto ? Pas forcément, oui, quelque part. Oui, ma réponse est un peu surprenante, puisque quand on est dans un habitacle, on est censé être protégé. Par contre, on est aussi enfermé. Moi, c'est à double tranchant. Quand il nous arrive de chuter, on est aussi éjecté. Donc, si je reprends le quad dessus, c'est un danger, un risque de blessure. Mais souvent, c'est aussi une sortie pour moi de pouvoir être éjecté à côté de la machine. Après, ça passe comme partout, sans que ça soit dans l'excès, peut-être là sur le rugby, par de la préparation physique, être bien préparé physiquement, aussi mentalement, parce que sur une course comme le Dakar, la chute, des fois, vient et du physique et du mental, parce que si on n'est pas prêt physiquement, on fatigue et on fait des erreurs, mais si mentalement on n'est pas focus sur ce qu'on fait, la chute arrive aussi. Donc une bonne préparation est très importante pour nous. Vous l'appréhendez, vous le gérez comment, ce risque potentiel, qui est quand même fort ? L'appréhender, non, parce qu'autrement on partirait pas. Le gérer, on le gère, c'est une passion. Je pense que comme toute passion, ça va au-delà peut-être quelque part du raisonnable ou pas. Pour moi, c'est quelque chose que même pas je sais qu'il est là, mais je pense qu'il y a plus de risques que je reste chez moi que je parte. Absolument. Allez, c'est vrai que vous avez une actualité qui est aussi souriante, évidemment. Merci de nous en avoir dit plus sur ce débat qui, effectivement, attend encore ses réponses. On va se focaliser sur vous. Vous êtes quand même nos invités VIP aujourd'hui. Et donc... Est-ce qu'il est encore nécessaire de vous présenter ? Nous, on a gardé une petite photo qu'on a retrouvée, évidemment, qui est souvent emblématique, car c'est aussi celle qui vous a fait davantage connaître aussi au grand public. C'est cette victoire, c'était en 93 sur le Dakar. Bon, la qualité de la photo n'est pas super bonne, c'est un dark net. Ça ne veut pas dire que c'est vieux, Bruno Savy. Oui, ça ne correspond pas tout à fait à une victoire sur le Dakar, ça. Mais c'était quand même sur le Dakar. Oui, parce que c'est marqué. Parce que là, c'était avec un proto Ford et
J'avais gagné le Dakar avec Mitsubishi quand même. Mais on va réactualiser un jour. On fera une émission spéciale sur le Dakar. Ouais, je suis resté tellement longtemps dans le sport automobile que ça peut durer longtemps. Déjà que le Dakar s'appelle le Dakar en Amérique du Sud. Donc, vous l'avez couru véritablement en Afrique. Moi, j'ai principalement, effectivement, fait les Dakar en Amérique du Sud. Enfin, en Afrique, mais je connais quand même l'Amérique du Sud, puisqu'on faisait un rallye qui s'appelait le Rallye de las Pampas, qui reprenait un peu les difficultés du rallye qu'ils font maintenant en Amérique du Sud, où on prenait passer le désert Atacama avec des difficultés qui sont largement aussi difficiles qu'en Afrique. Mais bon, le vrai Dakar, normalement, il était en Afrique. Mais ça, c'est tout. On pourrait en discuter pendant longtemps. Mais en tout cas, c'est bien que ça dure encore. Et d'ailleurs, votre dernier Dakar, vous ne l'avez pas couru. Il devait être en Afrique. Et non, c'était à l'époque où il y avait les menaces terroristes. À l'époque, c'était qu'en Afrique. Mais malheureusement, ça a évolué. Et le dernier Dakar qui devait se faire en Afrique, c'était 2008. Donc, effectivement, j'étais au départ, mais on n'est jamais parti. Donc, mon dernier Dakar, c'était en 2007, en Afrique. On n'a pas de photo du Monte-Carlo, mais celui-ci, c'est celui qui compte le plus pour vous. C'est vraiment votre titre. Le rallye de Monte-Carlo, c'était le rêve de ma jeunesse. C'est le rallye que je voulais absolument disputer. Et bon, j'ai eu la chance, le bonheur de le gagner. Donc, ça a été le plus grand moment de ma carrière. Celui-ci, c'est ce qui reste. Au point que... Principalement. Bon, c'est sûr que le Dakar reste une aventure, une compétition que je suis fier d'avoir gagnée parce qu'elle est complètement différente. J'ai pu m'exprimer sur les deux terrains. Donc, pour moi, c'est aussi une fierté d'avoir gagné le Dakar. Voilà, bon, on revient aussi sur le Monte-Carlo, puisque vous y retournez. Vous y retournez donc dans quelques semaines. Ça a été ma vie et ça continue. Donc, ça fait bientôt 50 ans que je suis sur cette épreuve. Maintenant, j'ai un rôle différent. Je suis toujours là avec l'organisation. Je suis en voiture officielle, donc en voiture qui ouvre le rallye. Donc, je passe en voiture 0. Je ne suis pas classé, mais je fais le rallye dans les mêmes conditions que les pilotes. Donc, j'ai chaque année Sébastien Ogier qui part derrière moi. Donc, ça me permet de garder contact avec cette jeune génération et je me régale d'être toujours dans ce milieu. Et c'est le meilleur moment de l'année pour vous? Pour moi, oui, parce que j'enchaîne après sur le Rallye de Monte-Carlo historique, que je fais chaque année aussi, avec une voiture qui a marqué toute cette épreuve. On prend le même plaisir en étant en voiture 0. Enfin, c'est important de rester au contact aussi. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de continuer à avoir un rôle dans le sport automobile qui n'est pas le même. Bon, il n'y a pas la même compétition. Moi, je suis avant tout un passionné de chrono. Donc ça, je ne l'ai pas, bien que je suis chronométré aussi, mais je ne suis pas classé. Mais je suis dans la course, ça me permet de garder le contact, de voir l'évolution de la discipline. Et puis, il y a des plateaux d'exception. On a la chance d'avoir des Français qui dominent donc le rallye WRC depuis une quinzaine d'années, avec Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Donc, de continuer à côtoyer ces gars-là, moi, je suis... fier d'être encore, je dirais, incorporé d'une façon différente, mais toujours dans le milieu du sport automobile. Il y a beaucoup d'évolutions techniques aussi sur les voitures. C'est ce qui m'intéresse. Voilà. Est-ce que vous auriez aimé aujourd'hui avoir tous ces gadgets? Vous êtes un peu nostalgique aussi des moyens un peu plus limités, mais... J'accepte tout, mais je suis fasciné par l'évolution de ces voitures. Elles ont des performances, elles sont moins puissantes qu'à notre époque. Nous, c'était vraiment de l'acrobatie en permanence parce que tout était violent, brutal, enfin, avec moins de confort, pas de direction assistée, enfin, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont progressé. Mais les voitures sont devenues tellement efficaces, elles sont tellement vite que c'est un grand plaisir pour moi de garder le contact et de voir cette évolution. Et voilà, je ne suis pas dépaysé. Quand je suis ces épreuves, je suis encore avec eux. Donc, je côtoie tout ça de près. On en parlera même davantage dans le bonus d'Esprit Sport. Vous le savez que vous retrouvez vendredi sur Télégrenoble et sur télégrenoble.net. L'évolution, c'est aussi ce type de véhicule que vous pilotez. Donc, Alexandre, on va voir d'ailleurs ce que c'est que le quad. Eh bien, c'est un quad, tout le monde sait ce que c'est. Sauf qu'un quad, c'est quelque chose quand même dans le désert. Oui, en effet. Dans le sable, c'est plutôt une belle machine de jeu. Après, sur d'autres pistes, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on va dire que c'est un hybride entre la voiture et la moto. Comme on pouvait le dire il y a quelques années, quand Bruno a peut-être découvert aussi cette discipline, c'est une drôle de machine à 4 roues. Alors, vous allez vous élancer donc en janvier prochain, le 6 janvier prochain, sur le Dakar, donc en quad. Et ce qui impressionne particulièrement Bruno Sabier, notamment, qui est votre parrain sur cette épreuve. Oui, là, je veux bien préciser que moi, ces garçons, ils m'ont toujours étonné. C'est vrai que la cohabitation était souvent difficile entre les motards et les voitures, mais on avait du respect parce que on les doublait souvent, on leur balance de la poussière, des cailloux, et ils acceptent quand même. Il y a je dirais, une chaleur quand même au bivouac entre toutes ces disciplines différentes. Mais ce qui m'a le plus fasciné, moi, c'était quand son papa, donc Daniel Giroux,
à terminer le Dakar avec un quad. Personne n'y croyait. Hein. Tous ceux qui étaient dans la discipline disaient c'est suicidaire, c'est audacieux de faire un rallye raid comme le Dakar en quad. Et son papa donc était le premier à terminer le Dakar. C'est pour ça que j'admire et j'apprécie ce que fait Alexandre de prendre la suite de son papa et puis maintenant de faire avec des engins d'actualité qui vont vite, qui sont performants, qui sont sûrement sympathiques à conduire, mais qui sont toujours aussi difficiles, je dirais, de par la longueur et la difficulté de l'épreuve. Beaucoup d'émotions en revoyant Daniel, ton papa Alexandre. Votre papa, pardon, oui, sur ces images. Ah, il y a longtemps, là. Ouais. Mais c'est ce qui vous a inspiré? Bah forcément, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, c'était à l'époque de Bruno, où nous, on passait nos nuits devant bivouac, tout ça. Donc, c'est toute cette époque-là qui m'a donné envie de découvrir ça. Après mon parcours... un peu comme on discutait un peu avant avec Bruno, mon parcours plutôt typé cross, glace, j'ai voulu découvrir ces nouveaux espaces. Et c'est sûr que c'était inspiré de cette époque des rallyes africains et de ce qu'a fait mon père. Vos objectifs personnels cette année, 2 saisons en dehors du top 5, peut-être cette année le viser éventuellement? Pour moi, les objectifs, je me suis fixé parce qu'elles ont bien évolué cette année. Ça sera dans tous les cas un top 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai fait 2 années sans mécanicien, sans assistance, 11e, avec une fierté quand même malgré tout d'être une fois 3e, une fois 2e français. Cette année, j'ai la chance d'avoir un mécanicien, d'avoir une structure. Donc on va pas brûler les étapes parce que je pense que le désert c'est comme la mer, c'est comme la montagne, il faut la respecter et essayer de pas aller plus vite que la musique comme on dit et rentrer dans le top 10 ça sera déjà une belle victoire dans un premier temps. Eric? Alexandre, quand vous êtes grenoblois, vous travaillez à Grenoble, comment vous faites pour trouver des terrains de jeu aussi désertiques pour vous entraîner? Comment ça se passe? On se déplace. Voilà, non, je m'entraîne dans la région, donc dans des circuits adaptés pour ça. On a des images, par contre, voilà, quand j'ai besoin d'aller chercher du sable et tout ce qu'il faut, là, comme au mois d'octobre, je suis parti au Maroc, aller un peu régler la machine. Là, on voit, voilà, là, c'est dans notre belle région à côté de chez nous, où je peux faire quelques tests et quelques vidéos, mais autrement, on part au Maroc en général chercher le sable comme a dû faire il y a quelques années aussi Bruno, puisqu'ici c'est compliqué. Non, parce que je compléterais, c'est que maintenant la catégorie, elle est quand même importante. Il y a une 50aine de quads sur le Dakar. Il faut quand même repréciser que si son père n'avait pas terminé ce Dakar en 97, peut-être qu'elle n'existerait pas cette catégorie, parce que personne n'y croyait. Donc il a quand même montré la voie, ton papa. Hein. C'est exceptionnel. C'est pour ça que je suis heureux pour vous deux, parce que vous faites une discipline qui maintenant est vraiment une belle discipline du sport mécanique. Allez, on va en parler davantage dans notre bonus, donc juste après ce générique sur Internet. Et vous retrouvez bien sûr le bonus d'Esprit Sport vendredi à 19h15 et 22h15. On va tout savoir justement sur les coulisses de votre préparation notamment. Merci Mathias et merci Eric et vous. Merci. À la semaine prochaine. Esprit Sport, le bonus, toujours en compagnie de 2 pilotes d'exception, Bruno Sabi et Alexandre Giroux. Donc l'un qui se prépare pour le Dakar, ça sera dans quelques jours, en quad, et l'autre qui se prépare aussi pour le fameux Monte-Carlo. Alors on voulait savoir, en plus de ce que nous avons découvert dans notre émission Esprit Sport, cette fascination que vous avez, Bruno Sabi, pour les pilotes de quad et notamment de moto, en tout cas pour ce sport et pour cette évolution, qui a été plus récente que votre sport traditionnel dans un habitacle. Quel regard est-ce que vous portez sur cette discipline-là? Les concurrents auto, on était très respectueux de cette catégorie, hein, parce que nous, déjà, on trouvait ça pas très facile. Hein. Un Dakar, c'est un combat permanent. Hein. On est 2 dans la voiture quand même. Hein. Quand c'est difficile, on peut se remonter le moral. Et puis, on peut faire des choix quand même aussi de navigation. Et puis, s'il y a un souci, on peut s'aider, etc. Donc déjà, on trouvait ça assez difficile. Alors, on imaginait d'être tout seul sur une moto ou sur un quad, s'occuper à la fois du pilotage, de la navigation et tout. C'est difficile de ne pas faire de faute. Et puis aussi moralement, savoir qu'on est tout seul. Et souvent, on démarre de nuit parce qu'ils partent tôt.
Ils finissent des fois tard, donc ils arrivent de nuit. La plupart du temps, ce sont des amateurs, donc c'est eux qui réparent leur moto. C'est vraiment une catégorie qui nous fascinait. Vraiment, ce sont des gens d'exception, les chevaliers. Et Alexandre, vous avez donc réalisé 2 Dakar sans mécanicien. Tout à fait. Et alors 2 Dakar, donc déjà un, il fallait le faire. Pourquoi avoir être reparti pour un deuxième quand même? C'est un peu comme une drogue. Bruno en a fait 14, donc je crois. Donc en effet, le premier, pour moi, c'était un rêve, pouvoir partir, vivre ce que j'avais vécu gamin. Donc un peu comme Bruno parlait du Monte Carlo, c'est voilà, vivre ça. Et puis derrière, on en a fait un, on l'a fini. Ça pourrait s'arrêter là, mais en fait, dès, on va dire, le mois de janvier passé, voire même avant, on se dit, mais il faut que j'y retourne, j'en ai besoin, quoi. Mais vous galérez. C'est ça qui est compliqué. C'est ça, mais je pense que... C'est un rêve, c'est très bien, mais sans mécanicien, c'est téméraire. Après, voilà, c'est sûr qu'il faut avoir une force mentale à toute épreuve. Après, je pense que c'est quand même la base du sportif. Je veux dire, si un sportif aujourd'hui réussit sans galérer, tant mieux, mais je ne suis pas sûr que ça existe. Voilà, on a cet état d'esprit où on doit travailler, on doit s'investir pour y arriver à chaque niveau. Après, j'ai peut-être, moi, en l'occurrence, un mental où j'ai été préparé pour ça, qui me permet d'être sur le Dakar au guidon de mon quad, mais je ne suis pas seul non plus. Ce qui est incroyable aussi, c'est que le combat, il n'est pas seulement pendant l'épreuve, parce que l'épreuve par elle-même, c'est la récompense. Il peut enfin faire le Dakar. Le combat, c'est toute l'année. Dès qu'il a fini le Dakar, il faut qu'il se relance dans le suivant, c'est-à-dire continuer à prospecter, trouver des partenaires, parce que malheureusement, le sport mécanique, c'est cher. Pour faire un Dakar, donc il faut des moyens. Et heureusement, il y a des gens qui l'aident. Et là, il faut justement profiter de cette occasion pour dire merci à tous ceux qui te permettent de réaliser ton rêve, qui est de participer au Dakar, même si c'est difficile. C'est un rêve quand même que tu réalises. C'est sûr que, comme l'a dit Bruno, il a raison, sur le Dakar, en fait, il y a 2 Dakars. Il y a le Dakar avant le Dakar, et le deuxième, c'est le plus facile finalement, c'est d'être sur le Dakar. Alors, ça peut paraître un peu fou, mais c'est vraiment de chercher le budget. C'est 1 an, le premier est beaucoup plus compliqué que le deuxième. C'est 1 an pour trouver les budgets, pour arriver à être présent sur le Dakar. Quand on y est, on n'a plus qu'à piloter finalement. Il y a des risques, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on aime. Donc celui-ci, c'est que du bonheur. Le premier est plus compliqué en tout cas. Vous avez prononcé le mot sportif. Alexandre, comment se passe justement cette préparation? On sait que c'est une course intense sur 10-12 jours, c'est de l'endurance. Est-ce qu'il y a aussi une préparation physique finalement? Énormément, c'est la base aussi, à côté des budgets, c'est la base de ma préparation de toute l'année. C'est-à-dire que voilà, je travaille avec un préparateur, Damien Padilla, où on travaille toute l'année, tous les jours. Je suis avec lui, soit en direct, soit, on va dire, par interposé, on va dire, comme ça. Mais en tout cas, pour me préparer physiquement, pour être présent là, et voilà, avoir le corps qui puisse accepter tout ce que je vais endurer pendant ce Dakar. Vous faites de la course, de la musculation, qu'est-ce que... Voilà, c'est un mélange de renforcement musculaire avec du gainage, de la course, du vélo, de la natation, du quad aussi, parce qu'il en faut. Et voilà, c'est tout ça associé. Puis c'est vrai, c'est important aussi à notre niveau, même à un niveau plus petit, dans tous les cas, d'être avec un professionnel, parce que on travaille comme il faut notre corps, et ça c'est aussi important, parce que mal se préparer, ça peut aussi mal tourner. Il y a quelques années, Jean-Patrick Abdevielle était dans le désert depuis plus de 28 jours et quelques mirages lui disaient de faire demi-tour. Est-ce que vous avez, vous, connu des moments très cocasses dans cet environnement qui est si spécial? Alors, des moments, le Dakar, il nous en donne plein, quoi. La course, elle nous en donne plein. De faire demi-tour, non. Le moment le plus dur, peut-être, il y a mon premier Dakar où j'ai fait 260 km à peu près. En 6 heures, il faisait 49 degrés. Je me souviens que ma boîte commençait à me chauffer. En fait, elle était en train de fondre avec mon pot d'échappement, tellement on allait doucement parce qu'il y avait beaucoup de navigation. Il fallait se trouver l'impasse sur une sortie de Rio. Là, je me suis dit, après on est sorti de cette spéciale et derrière il y a une autre spéciale. Et la deuxième, normalement, est beaucoup plus rapide en général pour nous permettre de rentrer. Et là, on ne s'était pas compris avec le Dakar parce qu'il n'était pas du tout beaucoup plus rapide. J'ai vu des gens d'ailleurs en larmes, j'ai vu plein de choses. Et là, oui, on se pose beaucoup de questions. Et puis, je pense que c'est grâce à cette préparation physique, à cette force mentale, où on se dit, je suis là, je ne peux pas. Tous ces partenaires que j'ai demandé, tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments de solitude, mais en les combats, on est préparé pour.
Est-ce que Bruno Sabi, c'est votre filleul, comme on dit? Est-ce que vous lui donnez les conseils? Est-ce que vous le suivez aussi, ne serait-ce que sur la préparation physique? Oui, mais j'ai vite compris, ce garçon, il avait le profil pour disputer ce genre d'épreuve. Hein. Il a le mental et il a le physique. Il a compris qu'il fallait vivre différemment. C'est sûr que les gens ne savent pas toujours, mais c'est avant tout du sacrifice et de la volonté pour arriver à affronter des difficultés comme cette épreuve. Hein. Alors donc ça, il est préparé pour ça. Donc il a toute mon admiration et tout mon soutien. Et je crois vraiment à ses capacités de faire un résultat. Maintenant qu'il a plus de moyens, je suis sûr qu'un jour, il réalisera son rêve de faire un podium sur le Dakar avec son quad. Pour vous, Bruno, le Dakar, ça a été comme une deuxième carrière, finalement? Oui, je ne m'attendais pas à vivre ça, puisque quand j'étais jeune, je rêvais de faire du rallye, mais le rallye raid n'existait pas. Et cette discipline m'a permis de compléter mes 42 saisons. Elles ont été faites de disciplines différentes. Et j'ai pu faire 15 saisons de rallye raid qui m'a apporté toujours cette satisfaction de faire de la compétition, mais aussi de vivre une aventure. Parce que j'ai pratiqué tous les continents. J'ai pu traverser donc l'Afrique en long, en large et surtout en travers, que je n'aurais jamais pu faire autrement. Donc j'ai pu côtoyer des peuples intéressants. J'ai pu vivre des moments d'exception, de solidarité. Et voilà, et on a été, je dirais, chanceux de pouvoir pratiquer une discipline qui nous a permis de côtoyer des pays, des régions que je n'aurais jamais pu faire autrement. On sentait un peu de regret vis-à-vis du Dakar qui n'est plus africain. Pour vous, Alexandre, c'est autre chose parce que c'est depuis 2009 que le quad est reconnu comme catégorie majeure sur le Dakar et c'était en Amérique latine. Oui, en effet. Après, sans vous mentir, si le quad ne serait pas une catégorie à part, je serais quand même sur le Dakar. C'est pas ça qui draine ma motivation. C'est un plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'ai entendu dire par des pilotes expérimentés comme Bruno, à l'époque, le Dakar, d'une aventure, on en faisait une compétition. Aujourd'hui, d'une compétition, on en fait une aventure. C'est vrai que voilà, on a 50 quads, des pilotes tous aguerris qui s'entraînent toute l'année. Il y en a qui font que ça. Donc on est vraiment, c'est un autre milieu et finalement j'ai déjà fait le rallye au Maroc, l'Afrique c'est vraiment sympa et je souhaite y retourner. Par contre l'Amérique du Sud c'est autre chose et chacun son continent, c'est pas mal aussi. Oui, la difficulté elle est toujours là, hein. C'est sûr que c'est la popularité du rallye qui en a pris un coup. Les gens ne comprennent pas que le Dakar n'arrive pas à Dakar en Afrique, quoi. Alors donc, mais par contre pour connaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce genre de terrain qu'ils vont justement affronter, c'est largement aussi difficile. Bon, sauf que malheureusement c'est en Amérique du Sud, mais j'ai eu écho que ça allait peut-être revenir en Afrique. Vous n'êtes pas prêt de vous arrêter, Bruno Sabi? Moi, je suis content d'être dans ce milieu. Ça a été ma vie. Ça fait 50 ans que je suis dans l'automobile. J'ai fait 42 saisons. J'ai la chance de pouvoir continuer donc par différents moyens. Je fais aussi quelques rallyes historiques avec souvent la possibilité de récolter des fonds pour des associations parce que ma vie maintenant tourne beaucoup autour du caritatif et de l'humanitaire. Donc, j'arrive à allier les deux, à me faire plaisir, donc pourvu que ça dure. Parfait. On aura l'occasion de vous retrouver sur Télé Grenoble, car pour ceux qui veulent en savoir plus et qui sont passionnés de sport mécanique, Télé Grenoble va avoir aussi son émission dédiée au sport mécanique, arrêt au stand, avec à la manœuvre Charlotte Faulkner. C'est pour le mois de janvier. Donc on vous donne rendez-vous sur Télé Grenoble et c'est le dernier samedi du mois. D'ailleurs, voilà, on vous y trouvera. Le premier invité. C'est une très bonne nouvelle. Exactement. Alors ça, vraiment, enfin une bonne nouvelle à Grenoble. On va parler de sport automobile. Exactement. Alors on avait Esprit Sport aussi comme bonne nouvelle. Donc là, voilà, ça continue. La roue continue de tourner et donc ça sera effectivement en janvier avec Olivier Panis, donc le premier invité. Mathias, il y a plein d'actu encore pour le week-end prochain. On te laisse avec notre agenda. Allez, l'agenda. Non, t'attends. Il y a un jingle, alors on va d'abord écouter le jingle. Maintenant, on t'écoute. Jeudi, le GSMH reçoit Grand Nancy pour la journée 13 de Pro League. De handball, pardon. On voit aux images. Il y aura un lancer de peluche. Donc, si vous venez avec une peluche, l'entrée sera de 3 € au lieu de 6. Et ce sera pour le Secours Populaire. Vendredi à 20h, retour à Pôle Sud, on le disait, presque 20 jours après le dernier match. Les BDL reçoivent Chamonix et ils porteront un maillot tout jaune qui sera vendu aux enchères et dont les bénéfices iront intégralement à la maison Ronald McDonald. Il y a des peluches aussi au
Ça s'est déjà fait, ouais. Ouais, c'est ça. À 20h30, AJ Auxerre GF 38, donc dernier match de la phase aller, un déplacement difficile en Bourgogne pour clore l'année civile pour le GF. Et puis samedi, le FCG reçoit un Montpellier 9e de top 14. C'est à 18h et c'est au Stade des Alpes. Oui, et ça sera un sacré rendez-vous. Oui, Bruno Sabi, acquiescer vraiment ces opérations dans cette peluche. On le voit chez les brûleurs, on le voit maintenant. J'entends que le sport est allié au caritatif. Moi, ça me réjouit, vraiment. On a besoin. Il y a tellement besoin de tous les côtés. Il manque beaucoup de bénévoles dans les associations et c'est un combat permanent. Et ça me fait plaisir que le sport, justement, participe à tout ça. Merci encore d'avoir été avec nous, Bruno Sabi, Alexandre Giroux. Bonne chance à tous les deux, bien sûr. À très bientôt sur ce plateau. Merci. Mathias, merci. Eric, à très vite.